Bonjour tout le monde. Moi, je ne suis pas très coutumier de ce genre d'exercice, donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Et puis en partant hier du bateau, j'ai oublié toutes mes notes. Voilà. Tu es malin. Je vais faire ce que je peux. L'enjeu, c'est de présenter un petit peu, de faire un état des lieux rapide de la Méditerranée pour donner le contexte dans lequel ça se déroule. Parler un petit peu du mode d'intervention de SeaPunks et de toutes les complexités juridiques dans lesquelles on est. Je pense que les camarades d'Alain Fondre pourront rebondir aussi là-dessus, puisqu'on se retrouve confrontés aux mêmes problématiques. Et de vous laisser la parole pour essayer d'éclairer, d'apporter de l'information. Sachant que mon enjeu individuel, c'est de ne pas tant rentrer dans une technicisation de nos interventions. Je pense que ce n'est pas là le plus intéressant, mais de réellement parler de ce qui se passe sur les bateaux, de ce qui se passe au niveau des personnes qu'on a en face de nous, et de parler de notre capacité à nous organiser en autonomie, en dehors des États, et de revendiquer cette auto-organisation. Voilà. Donc, petit contexte rapide, la route, il y a plusieurs routes migratoires. Je vous laisserai vous peut-être parler un peu plus de ça. La route Méditerranée Sud, donc on appelle communément dans nos milieux la SAR Zone 1, Search and Rescue Zone numéro 1, se situe entre la Libye, la Tunisie, Lampedusa et Malte. Ça va, vous le situez à peu près. La route fonctionne depuis les années 90. Il y a eu une intensification des traversées en 2011 avec la chute de Kadhafi en Libye. Donc on assiste à une disparition de l'État Kadhafi et à une baisse des surveillances aux frontières. Ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui sont en migration, qui sont en voyage depuis l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest. Enfin, c'est vraiment un carrefour central de migration. Et notamment parce que la route de Gibraltar se ferme petit à petit à ce moment-là aussi. La route de Gibraltar, donc, qui est contrôlée au niveau de l'Europe par l'Espagne et par le Maroc. Il y a des accords internationaux qui vont mettre en place des flottes de contrôle, des drones, des radars, des bateaux, etc. pour empêcher le passage. Donc on arrive en 2011 avec ça. 2013-2014, il y a une intensification des passages encore plus importante. En 2014, on a 2 naufrages qui font 1200 morts en l'espace de 2 semaines. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez 1200 morts. Je peux me mettre à pleurer pendant qu'on parle de ça. Je me débrouille avec ça. J'espère que ça va pour vous. C'est 2 bateaux qui se retournent. C'est l'équivalent du nombre de personnes qui avaient survécu hier. 30 minutes. Face à l'indignation internationale que ça suscite, l'État italien, en collaboration avec l'Europe, se sentent obligés de mettre en place une première opération de sauvetage qui s'appelle l'opération Triton dans le cadre d'un truc plus large qui s'appelle Mare Nostrum. Donc l'opération Triton, c'est la délégation du sauvetage à des sociétés privées. En gros, l'État italien fait des appels d'offres et il y a plusieurs sociétés qui remportent le marché et qui commencent à organiser du sauvetage. Entre l'année 2014-2015, il y a 150 000 personnes qui traversent et qui sont récupérées soit sur les bateaux, soit au niveau de Lampedusa, soit au niveau de Malte. Et en fait, ça fait trop de monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décide d'arrêter de faire du sauvetage. Donc 2014, il n'y a plus personne en Méditerranée. Et là, il y a la naissance de diverses ONG, donc Alarm Phone, qui fait principalement du signalement de la veille. Je laisserai les camarades en... Pardon. La naissance d'Alarm Phone, les copains en parleront plus. SOS Méditerranée, Sea-Watch, etc. Juste avant que ces ONG arrivent, il y a un autre naufrage en fait qui est provoqué par notamment des bateaux de sauvetage privés. Il y a une enquête qui a été ouverte. Il y a 700 personnes qui décèdent en l'espace de 10 minutes sur un bateau qui se retourne en fait. La vedette de sauvetage arrive très rapidement à côté d'un chalutier, un double deck, un bateau à 2 ponts. Les personnes à bord pensent que c'est les gardes-côtes libyens. Ils ont peur de subir un pushback, c'est-à-dire qu'on les ramène en Libye, que ces personnes soient à nouveau emprisonnées, subissent des violences physiques, violences sexuelles, torture, esclavage. Et donc les personnes se déportent sur un des bords du bateau et le bateau se retourne. Suite à ce naufrage, indignation, 2 semaines après, rebelote, 400 personnes. Voilà. Les ONG se constituent, donc là on a
on a deux positions principales. Une première position qui est une position purement humanitaire, que je ne dénigre pas pour autant, et en fait qui fait un travail aussi, qui sera incarné par des ONG type SOS Méditerranée en disant en fait on est là pour faire ce que les États ne veulent pas faire. Et cette posture-là permet à SOS Méditerranée d'avoir des bateaux qui sont puissants, premièrement l'Aquarius puis l'Ocean Viking, et d'avoir accès dans les écoles et de parler ce qu'ils font. Ils sont sur une posture uniquement sauvetage en mer. Et en demandant aux États d'assumer ce sauvetage, que c'est un devoir, etc. Et des ONG type Sea-Watch, qui vont avoir une position peut-être un peu plus intermédiaire, en disant en gros, on n'a pas confiance en les États font partie du problème, parce que les États travaillent main dans la main avec le capital, et les frontières, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Les frontières, c'est quelque chose qui fait partie du capitalisme, en fait, en asseyant la domination des uns sur les autres à travers une infériorisation des uns et une supériorisation des autres. Donc clairement, c'est construit comme ça aujourd'hui, le discours. Voilà rapidement l'état des lieux. Les chiffres officiels, depuis ces 10 dernières années, c'est environ 40 000 morts sur la route Libye, Tunisie, Lampedusa. C'est des chiffres officiels, c'est des estimations, on n'a pas du tout idée. Voilà, on peut facilement multiplier ça par 2 ou 3. La Sarzone 1, donc, elle est sous le... Comment dire ? En fait, on travaille sous l'autorité de l'OMI, qui est l'Organisation Maritime Internationale. Les différentes zones de sécurisation en mer, de sauvetage, de surveillance sont réparties entre tous les États. La France a certaines zones, l'Angleterre a des zones, les États-Unis ont des zones, etc. Tout le monde se débrouille, c'est réparti. Tous les États qui participent donc au sauvetage sont dans l'OMI, sont signataires de conventions et touchent de l'argent de la part de l'Organisation Maritime Internationale, de la part des États, etc., pour faire du sauvetage. Aujourd'hui, cette Sarzone, elle est censée être surveillée par Malte, et Malte refuse d'intervenir. Malte n'intervient quasiment jamais. C'est-à-dire qu'ils ont des bateaux de sauvetage, ils ont une flotte de sauvetage et de surveillance, comme la SNSM en France, comme Salvamento Marittimo. Après, chaque État gère de la manière dont il le souhaite, sa zone. Et Malte ne répond jamais aux appels. Et donc Malte, délibérément, participe au meurtre de masse en Méditerranée. Et Lampedusa est une île qui est choisie par les personnes en voyage, parce que c'est à 80 km des côtes tunisiennes et à 160 km des côtes libyennes, ce qui correspond à 2 jours de mer environ, dans des bateaux où, là, si on mettait tout le monde ici, vous mettez un bateau de 10 mètres de long et tout le monde est dedans. Voilà. Ils repoussent les gens en Libye. Mais en fait, nous, on fait pareil dans la Manche. La France fait exactement la même chose. C'est-à-dire que l'Europe a délégué la gestion de ses frontières à la Libye et à la Tunisie. L'Angleterre a délégué la gestion de ses frontières à la France. Et la France est payée par l'Angleterre pour armer une flotte qui est actuellement gérée par Seaall, qui est une compagnie maritime, pour faire de la surveillance, de la veille et du sauvetage, avec des marins qui sont très peu formés, et qui consultent régulièrement le CRAPEM, qui est un centre de ressources et d'aide psychologique en mer pour les marins qui subissent des traumatismes en mer. Donc les marins qui bossent sur ces bateaux sont démolis eux aussi. La direction embauche le pognon, et la France se donne bonne conscience. Voilà. Donc il y a... Moi j'ai une sincère pensée pour tous les gens qui bossent sur la frontière Manche en France, qui se font démolir par les forces de répression, qui humainement sont éclatés aussi, ne durent pas longtemps non plus. Et voilà. Je sais pas. On verra si on est capable éventuellement, nous en France, d'arriver à organiser une flotte en Manche ou pas. Ça fait partie des choses que moi j'ai envie d'arriver à porter. Donc, en tout cas, ramener le focus là-bas et ramener un focus différent. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop monopoliser.